Bonjour et bienvenue dans Cap vers l'entourage, une balado-diffusion qui met la lumière sur les membres de l'entourage de personnes atteintes de maladies mentales. Le réseau Avant de craquer a voulu aller à la rencontre de jeunes qui ont un ami, une collègue, un parent, une amoureuse ayant un diagnostic ou non, pour écouter comment ils vivent avec cette réalité souvent dans l'ombre. Nous mettrons aussi la lumière sur des personnes qui travaillent dans le milieu de la santé mentale pour vous faire connaître les ressources qui existent à travers le Québec. Dans cet épisode, vous entendrez tout d'abord Geneviève et Aude, puis le témoignage d'une jeune, Charlotte, qui nous confie sa réalité de fille ayant une maman vivant avec des manifestations cliniques de troubles de santé mentale. Bonne écoute! Partons maintenant à la rencontre de Geneviève et Aude, chercheurs et co-responsables du laboratoire L'Approche, un laboratoire de recherche et d'action pour les personnes ayant des problèmes de santé mentale et leurs proches. En collaboration avec le réseau Avant de craquer, elles ont élaboré un guide interactif intitulé « Quand ton parent a un trouble mental ». Ce guide, entièrement conçu par et pour des jeunes, est d'intérêt pour tous et toutes, incluant les parents, grands-parents et intervenants travaillant auprès de cette clientèle. Il répond à des questionnements tels que les enjeux de l'hospitalisation, de la médicamentation et les moyens concrets pour mettre ses propres limites. Cet épisode abordera essentiellement les enjeux d'une communication efficace au sein des familles dans lesquelles un des parents est atteint de maladie mentale ou de symptômes cliniques s'y apparentant. Nous parlerons du processus de création du guide, mais vous entendrez aussi des conseils pratiques et de nombreuses informations. Bonjour Aude et Geneviève. Tout d'abord, pourquoi avoir créé ce guide ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, la situation des jeunes qui ont un parent qui a un trouble mental, c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe beaucoup, Geneviève et moi, et qui fait que Geneviève s'intéresse à ça depuis bien longtemps. Elle pourra en parler tantôt. Moi, c'est un peu plus récent, mais on a créé un laboratoire, justement, il y a un an et demi, qui s'intéresse à la situation des jeunes qui ont un parent qui a un trouble mental. Donc déjà, il y a cette préoccupation-là à la base. Ensuite, dans le cadre de notre laboratoire, on a développé un projet il y a environ un an et demi, justement, qui permettait à une dizaine de jeunes, en gros, entre 16 et 25 ans, de témoigner à l'aide de photos de leur vécu, justement, du fait d'avoir un parent qui a une maladie mentale, un problème de santé mentale. Donc, les jeunes se sont rassemblés plusieurs semaines, ont partagé leur expérience autour de photos et ont finalement décidé d'en faire quelque chose parce qu'on se disait c'est tellement incroyable ce que vous nous partagez, c'est pas possible que ça reste juste entre nous. Là, il faut absolument que ça sorte des murs de l'université et que d'autres jeunes puissent l'entendre, que des intervenants puissent avoir accès à ça, etc. Donc, les jeunes se sont dit, nous, ça nous tenterait bien de faire quelque chose où on pourrait mettre nos photos, on pourrait mettre des témoignages, etc. Et l'idée qu'on a eue, c'est il existait déjà un guide un peu similaire, quoique différent sur certains aspects, mais en Australie. On est en contact avec une équipe de chercheurs en Australie. Il y a d'ailleurs une de ces chercheurs qui participait à notre projet de recherche. Et donc, on a montré ce guide aux jeunes en leur demandant si c'était un petit peu comme ça qu'ils voyaient justement leur propre création. Et ils nous ont dit, oui, ça serait intéressant. Par contre, peut-être on ne mettrait pas cet aspect-là ou peut-être on voudrait développer davantage cet aspect-là. Et c'est comme ça que le guide, en fait, a été créé. Mais vraiment, l'idée, c'était surtout, je pense qu'on a été tellement touchés par ce que les jeunes ont partagé et on s'est dit que c'était tellement important que d'autres entendent ça, à la fois des jeunes, des décideurs, des professionnels, que vraiment on a eu cette envie-là avec les jeunes de développer un outil, en fait. Oui, puis tu sais, peut-être que je peux compléter un peu. C'est ça, l'idée de créer ce guide va
dans la même veine que notre esprit, ben, c'est comme mon esprit depuis plusieurs années, qui est de créer des outils ou de développer des outils pour aider et outiller ces jeunes-là pour faire face, finalement, mieux faire face à ce qu'ils vivent à la maison. Il faut savoir qu'il y a une dizaine d'années, peut-être même 15 ans maintenant, j'ai terminé une thèse de doctorat dans dans le cadre de laquelle j'ai découvert, ou j'ai vraiment plus découvert en fait ce sous-groupe-là d'enfants de la population, ces jeunes-là qui vivent avec un parent qui a un trouble mental, qui sont vraiment méconnus dans la population. C'est très peu fréquent qu'on parle de ces jeunes-là qui vivent pourtant des situations familiales quand même difficiles. Donc, c'est vraiment dans cet esprit-là qu'on a eu aussi envie de les outiller et que le guide là, a été une façon là, d'outiller les plus vieux, là, je dirais. Et dans notre laboratoire, on développe aussi d'autres outils, là, même pour les plus jeunes enfants. Vous, et si vous aviez un point à retenir là de tout ce processus du guide et des besoins des jeunes, quelque chose qui vous a marqué, qu'est-ce que ça serait? Je pense que justement, c'est cet aspect de réaliser encore plus l'isolement en fait que ressentent ces jeunes-là. C'est assez fascinant quand même de voir. C'est des jeunes qui, pour la plupart, avaient déjà 18 ans, 20 ans, 22 ans et qui me disaient c'est la première fois que je parle de ma situation familiale et c'est la première fois que je me rends compte qu'il y a d'autres jeunes qui vivent la même chose que moi. Et ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, mais pourtant les chiffres montrent que à l'école, ils sont pas tout seuls dans une classe à avoir un parent qui a un problème de santé mentale. À l'université également, donc je me disais, et malgré tout, ils arrivent à 20 ans sans avoir jamais pu en parler et en ayant aussi l'impression, puisque les autres n'en parlent pas non plus, qu'ils sont tout seuls à vivre ça. Moi, je vais faire du pouce sur ce que tu dis, Aude. Oui, l'isolement que vivent ces jeunes-là, mais je parlerais même, moi, ce qui me surprend toujours, c'est l'isolement qu'ils vivent même à l'intérieur de leur propre famille. Dans le sens que souvent, quand on leur en parle, quand on leur pose la question, est-ce que tu en parles avec ton parent, est-ce que ton parent te parle de ce qu'il vit ou quoi que ce soit, souvent, en fait, ils en parlent pas et ils en ont jamais parlé. Ou si ce n'est pour dire, tu sais, des petites choses, mais je veux dire, il n'y a pas eu de réelle conversation sur le sujet. Et donc, ça fait, contrairement peut-être à d'autres types de problèmes, par exemple, je pense à des problèmes de santé physique où il y a beaucoup de choses qui peuvent être dites dans la famille. Les parents vont certainement parler, par exemple, de leurs problèmes de diabète ou autre. Mais dans le cas de la dépression ou de l'anxiété ou de la schizophrénie, souvent, c'est pas nommé, c'est pas discuté avec leur enfant. Ou leurs jeunes. Donc c'est comme ça donne, je pense, un double isolement, à la fois auprès de leurs amis ou de l'extérieur, là, de la société, mais aussi à l'intérieur de leur propre famille. Puis en termes d'isolement, je trouve que c'est vraiment effectivement ce point-là qui est intéressant, qui nous a interpellés parce que les jeunes nous disaient, c'est pas qu'on est seul. Globalement, on a quand même des amis, on a quand même des oncles et tantes qui sont là, qu'on peut voir, etc. C'est juste qu'on ne peut en parler à personne. Et donc, pas d'imaginer ces jeunes comme seuls sur une île déserte au milieu de rien. Non, ils sont pour certains très entourés, mais avec une impossibilité de parler, en tout cas tel qu'ils le perçoivent, mais une impossibilité de parler de ce qu'ils vivent. Donc, sans doute quelque chose de très difficile à porter pour ces jeunes. Puis tu dis impossibilité, autre. Oui, impossibilité ou manque d'outils finalement personnels, soit en termes d'habileté de communication ou autre, pour pouvoir engager une conversation ou une discussion là-dessus. Là. Ça peut être les deux, là, les aspects. Puis c'est vrai que ça, Geneviève, tu as raison de dire manque d'outils et c'était un des objectifs du guide, c'était de donner des outils pour pouvoir faciliter la communication à la fois à l'intérieur de la famille, donc avec par exemple le parent qui a un problème de santé mentale, aussi éventuellement avec l'autre parent ou les frères et sœurs, et aussi d'outiller le jeune pour qu'il puisse parler de ça à l'extérieur de sa famille, soit des professionnels, à ses amis ou autres. Donc, il y a vraiment cette volonté d'outiller pour que ça puisse être
plus facile de le faire. Mais justement, en parlant d'outils de communication, si mon parent il a des symptômes cliniques ou qu'il a un diagnostic de maladie mentale, comment je fais moi pour lui en parler? Je pense qu'on s'est appuyé sur un certain nombre de recommandations qui sont des recommandations qui sont valables pour tout le monde, c'est-à-dire s'assurer que son parent est disponible au moment où on souhaiterait lui amener des choses, justement. Donc, disponible à la fois qu'il n'est pas occupé à faire quelque chose et puis disponible aussi émotivement, psychologiquement, c'est-à-dire s'assurer que c'est pas un moment où son parent est, par exemple, dans un moment de colère intense ou de grande anxiété ou autre. Donc, ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est aussi... La disponibilité, ça peut aller avec des choses très concrètes, c'est-à-dire que plutôt que de prendre une conversation comme ça de façon spontanée, ça pourrait être aussi de prendre comme un rendez-vous avec son parent en disant est-ce que tu serais disponible ce soir après le souper ou j'aimerais ça te parler de quelque chose par exemple. Donc, ne pas hésiter à créer un moment qui soit propice finalement à la discussion parce qu'on a souvent tendance à prendre les choses comme ça à chaud et c'est sans doute pas la meilleure façon de faire. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Également, ce qu'on recommande, c'est beaucoup de parler, que le jeune parle de ses émotions, de ses inquiétudes, plutôt que de mettre le blâme sur son parent ou de parler des comportements de son parent en l'accusant, par exemple, d'avoir tel ou tel type de comportement. Donc, de dire, moi, je suis inquiet, par exemple, quand je te vois faire ça, ou moi, ça me fait peur, ou j'aime pas ça quand je te vois agir comme ça m'inquiète, ça me met en colère. Ça, c'est sans doute quelque chose qui est plus facile à amener et plus positif pour la bonne communication que de désigner des comportements parentaux d'emblée. Tout à fait d'accord avec toi. Là, les petites choses que j'ajouterais, aussi, c'est de pas avoir trop d'attentes et de tout miser sur une seule conversation en se disant, OK, je vais tout régler mon problème, c'est ce soir que je le règle. Peut-être de commencer de le faire progressivement, c'est-à-dire de commencer par peut-être une discussion pour nommer ses inquiétudes, puis tranquillement, progressivement, essayer d'amener d'autres points pour essayer de trouver en tout cas des compromis, peut-être s'il y a un conflit ou quoi que ce soit, mais d'y aller vraiment progressivement. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est vraiment ce qui est suggéré, c'est d'essayer d'avoir ces rencontres-là ou ces moments-là comme ça avec notre parent. Quand même régulièrement pour essayer justement de maintenir une bonne relation, que ça soit positif ou le plus possible positif. C'est pas toujours évident non plus de communiquer avec un parent qui a, disons, des symptômes ou qui a une grande désorganisation, par exemple. C'est sûr que même si on attend quelques heures ou même si on planifie une réunion, ça se peut que ça soit pas réaliste là, d'engager une discussion comme ça avec son parent. Donc, c'est d'attendre, d'être patient, puis de se dire aussi que peu importe ce qui se passe dans tout ça, peu importe si on peut ou peut pas, là, pour le moment, en parler avec son parent, peut-être à ce moment-là d'en parler avec quelqu'un d'autre en qui on pourrait avoir confiance, soit un autre membre de la famille proche ou un ami ou un professionnel, mais c'est sûr que c'est super important de pouvoir en parler là, de ces éléments-là, de nos émotions ou de ce qu'on vit avec quelqu'un qui est de confiance et qui pourra nous aider là, à faire face à la situation. Mais c'est ça. Dans certains cas, c'est ça. Je vais juste mettre l'accent. Oui, moi, je veux vraiment recommander de parler, de communiquer le plus possible avec son parent, mais faut pas non plus dire qu'on est obligé de le faire. C'est sûr qu'il y a des moments où ce sera pas possible. Là. Oui, puis peut-être autre chose qu'on a moins tendance à peut-être dont on a moins tendance à parler, c'est que ces jeunes-là disent beaucoup qu'ils ont beaucoup de mal à aborder la question avec leurs parents, que souvent c'est très difficile de rejoindre leurs parents, même sur des choses de la vie quotidienne, ils ont du mal à parler des difficultés qu'ils rencontrent parce qu'ils disent j'ai peur d'inquiéter mon parent, j'ai peur. Donc ça, c'est aussi peut-être que les jeunes se disent ça va pas forcément inquiéter mon parent ou le blesser. Si je lui dis ce que je ressens, ça peut aussi rassurer mon parent de savoir comment je vis les choses, ce que je vis à l'extérieur, etc. Donc, d'avoir vraiment
de se défaire un peu de cette crainte de faire du mal à son parent en parlant. Moi, je me souviens dans le guide, dans tout le processus là de prise de photo, il y a une jeune qui avait pris une photo où on voyait un pied marcher sur des œufs. Puis elle disait, en fait, j'ai toujours peur de parler à ma mère parce que elle a déjà le cœur tellement fragile que j'ai peur qu'à la moindre chose que je vais lui dire, ça lui brise le cœur, en fait. Donc ça, c'est vrai que les jeunes ont souvent aussi cette inquiétude-là que parler, ça pourrait détruire quelque part le parent. Aude et Geneviève m'expliquent que lorsqu'il y a un problème de santé mentale dans la famille, c'est quelque chose qui habite réellement au sein du foyer. Chaque membre a à faire face à des défis particuliers par rapport à ça, en plus des défis qui leur sont propres. Elles me disent qu'il faut le voir comme un défi commun, d'où l'importance d'en discuter ensemble. Là, on parle de jeunes, 16, 18, 20, 25 ans. En quoi est-ce que cette période charnière de la vie rajoute un défi supplémentaire quand on vit avec un parent atteint de maladie mentale? Je pense que déjà, pour tous les jeunes, c'est une période de transition qui est extrêmement intense en termes de à la fois toutes les potentialités que ça offre, c'est-à-dire on peut prendre davantage son autonomie, on peut définir davantage qui on est en dehors de ce qu'on... en dehors, non, mais par rapport à ce qu'on nous a transmis, etc. Et en même temps, c'est une période de vulnérabilité parce que c'est une période qui peut être inquiétante où on peut se sentir anxieux de tout ce qui nous attend dans le monde adulte, de pas réussir à atteindre les objectifs qu'on s'était fixés, etc. Donc ça, je pense que pour tous les jeunes, il y a des défis qui sont très importants à ce moment-là de la vie. Les jeunes là, qui ont témoigné dans le cadre de ce projet photo et qui ont contribué au guide, on a justement voulu mettre l'accent sur quelle couleur ça donne en plus ou quel défi ça donne en plus quand on a un parent qui a un problème de santé mentale. Et je pense que les jeunes ont vraiment identifié des points extrêmement importants et dont on parle assez peu, mais par rapport, par exemple, justement à quand je me sens devenir de plus en plus adulte, comment je fais pour gérer la peur de développer les mêmes problèmes de santé mentale que mon parent? C'est-à-dire que il y a la construction identitaire est très centrale à cette période de la vie et il y a des jeunes qui nous ont dit mais moi je vis avec la peur constante finalement de devenir le même adulte que mon parent, voire le même parent que mon parent. Donc il y a plusieurs jeunes qui ont dit moi j'envisage pas d'avoir des enfants par exemple parce que je serais pas à l'aise avec l'idée de devenir un parent comme mon parent. Donc ça je pense qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à ces aspects-là. Par rapport aussi à la prise d'autonomie, il y a beaucoup d'enjeux, c'est-à-dire des jeunes qui soit disent en fait, j'ai pas eu le temps moi de prendre le temps de devenir adulte. J'ai dû devenir adulte tout de suite, c'est-à-dire très tôt, j'ai dû me débrouiller tout seul, j'ai dû parfois partir de la maison, puis assumer aussi des aspects financiers, etc. Donc, et d'autres jeunes qui à l'inverse disent en fait, je me sens pas confortable avec l'idée de prendre mon autonomie. C'est-à-dire, je me sens inquiet à l'idée de laisser mes parents, j'ai peur qu'il arrive une catastrophe si je m'en vais, etc. Donc, on voit que les enjeux qui se posent à tous les jeunes, finalement, peuvent être compliqués, particulièrement pour ces jeunes-là. Alors, on voit vraiment l'utilité et le besoin de briser un peu ce tabou et de parler de cette réalité, parce qu'au final, ça concerne tellement de jeunes. Oui, tout à fait. On espère que il va y avoir de plus en plus de projets comme ça, menés avec des jeunes autour des questions de santé mentale et que, on a bon espoir que les choses évoluent vers plus d'ouverture et d'inclusion. Et de reconnaissance aussi, oui. Nous avons discuté de l'importance de communiquer au sein des familles. Mais il est aussi nécessaire de souligner la nécessité d'intégrer ces jeunes dans les services adaptés et efficaces, comme nous l'avons entendu dans l'épisode 4, afin d'avoir une approche plus inclusive. Les chercheurs soulignent qu'il ne suffit pas d'outiller ces jeunes, mais il faut aussi avoir cette responsabilité collective pour soutenir leur résilience et ne pas les laisser seuls face à ça. Vous pouvez télécharger gratuitement le guide sur nos 2 sites web,
Et comme Jean-Philippe Dion, porte-parole du réseau Avant de craquer, l'a si bien dit, laissez-le traîner sur votre comptoir à la maison. Partons maintenant à la rencontre de Charlotte, une jeune adulte qui a quitté le nid familial depuis plusieurs années. Elle nous confie que c'est un moment particulier dans sa vie car elle est décidée de revenir vivre chez ses parents il y a quelques mois. Charlotte a pris conscience au fil du temps de symptômes cliniques qu'elle associe à des troubles anxieux chez sa maman. Sa réalité est largement partagée à travers le Québec, dans des familles où parfois le diagnostic peut mettre longtemps à arriver et où encore les membres de l'entourage observent des comportements pouvant s'apparenter à des troubles de santé mentale, mais la communication avec leurs proches à ce niveau est difficile. À l'image des vécus que l'on retrouve dans le guide jeunesse, voici celui de Charlotte. Donc, grandir avec une maman qui avait des symptômes de troubles de l'anxiété, malgré ce que j'aimerais quand même préciser, c'est que elle n'a pas été diagnostiquée, et ça je pense que c'est important de le dire, parce que au final c'est simplement de la spéculation, mais je pense que ça m'a aussi rendue beaucoup anxieuse en tant que personne, et c'était très stressant de la voir elle anxieuse. Donc je pense que évidemment ça m'a énormément touchée dans toute ma vie, même sans m'en rendre compte en fait, parce que je pense que c'est ça aussi avec l'anxiété, c'est que souvent l'anxiété elle est très diffuse, et elle peut s'immiscer partout, et la peur prend toutes les formes. Ce qui me fait penser que ma mère fait de l'anxiété généralisée, c'est évidemment que euh, là où il y a des sujets où un parent reconnaîtrait que oui, il pourrait y avoir un danger, ou oui, il y a une inquiétude, la personne serait beaucoup plus rationnelle par rapport à ce qui se passe. Mais c'est une peur voilà, qui est irrationnelle. C'est prendre des proportions beaucoup trop grandes, réagir de manière très excessive. Oui, faire une petite peur, quelque chose qui prend toute la place en fait. Et c'est ça qui est un peu ce que je vis avec ma mère, et d'autant plus quand je suis à la maison que quand je le suis pas, parce que quand je suis loin de mes parents, c'est moins le cas, mais c'est vrai que plus je suis avec eux, plus il y a ce côté contrôle et vouloir contrôler de l'environnement aussi. Tel que défini dans le guide quand ton parent a un trouble mental, les personnes qui ont un trouble anxieux ressentent des inquiétudes et des peurs plus intenses et plus fréquentes que les personnes sans ce trouble. Elles peuvent s'inquiéter continuellement pour des choses qui paraissent sans importance pour d'autres. L'anxiété ressentie ne disparaît pas, même lorsque la situation inquiétante revient à la normale, causant ainsi une détresse importante chez les personnes atteintes. Lorsque les peurs deviennent excessives, les personnes ont tendance à éviter les situations qui pourraient les confronter à leurs peurs et avoir ainsi de la difficulté à faire des choses normales de la vie quotidienne. Ces personnes peuvent transposer leur anxiété sur leur entourage, de peur qu'il leur arrive une catastrophe, qu'ils attrapent une maladie ou aient un accident par exemple. Est-ce que ça a été important pour toi? Est-ce que c'est encore important pour toi de discuter de ce que tu perçois des symptômes avec ta maman? Oui, bien sûr. Parce que moi, au final, ce que j'aimerais bien qu'on fasse tous, puisqu'on, donc ma mère et moi-même inclus, on a des symptômes d'anxiété. J'aimerais bien éventuellement qu'on arrive à pas se faire submerger par ça, et de la voir qu'elle n'est pas submergée par son stress et son anxiété, et donc qu'elle puisse relativiser. Donc en effet, j'en parle, mais est-ce que ça sert toujours à quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que tu essayes d'en parler, ou du moins on en parlera après que c'est difficile comme communication, mais est-ce que tu essayes de lui parler du fait d'aller chercher de l'aide pour elle? Est-ce qu'elle va chercher de l'aide? On en a déjà parlé plusieurs fois. On en a parlé dans les derniers mois, récemment, là où, depuis que je vis à la maison. Je l'ai peut-être pas amené de la meilleure manière, et je pense que c'est aussi une des questions, une des choses qu'on fait que c'était pas forcément une interaction productive, mais ça venait d'une frustration en fait, parce que pour moi c'est tellement évident, et c'est pas un mal d'aller voir quelqu'un, et justement si on peut avoir une meilleure qualité de vie après, faut pas hésiter, et ça me paraît tellement absurde de ne pas vouloir aller consulter parce que justement il y a ce tabou-là, alors que je veux dire il y a tellement de gens qui l'ont fait pour des milliards de raisons différentes, donc voilà.
Pour moi, elle ne veut pas aller chercher de l'aide parce qu'elle ne veut pas reconnaître la place que ça prend dans sa vie déjà. Euh, et aussi parce que, évidemment, le tabou, oui. On ne peut pas justement voir la réalité parce que c'est une mauvaise chose. C'est une mauvaise chose d'être anxieux, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise chose. Il y a ce côté, on veut être parfait en fait. C'est plutôt ça aussi, je pense, c'est parfait et pas... et, ou alors, justement, peut-être la peur d'être imparfait au final. Pourquoi est-ce que la communication, elle est difficile avec ta maman? Pourquoi est-ce que tu parlais tout à l'heure de peut-être tu l'as pas approchée de la bonne manière? Est-ce que tu peux expliquer un peu plus? La communication, elle est difficile parce que c'est quelque chose qui est dans la famille depuis, au final, on n'est pas la seule génération avec ça, il me semblerait, parce que j'en ai déjà discuté avec ma sœur et apparemment, c'est pas que ma maman, ou ce ne serait pas que moi. Ça remonte peut-être même à ma grand-mère ou plus loin. Euh, le fait que c'est difficile, c'est parce que justement, ça fait trop longtemps que c'est là et que il y a une sorte de défaitisme ou de laisser faire, où on se dit que c'est pas grave, ou alors que ça prend pas trop d'importance, ou que ça fait partie de la vie. Et donc, on le laisse de côté, quoi. Et je pense que si on regarde plusieurs générations, même sans parler de l'anxiété, la manière dont les gens agissaient il y a plusieurs générations, ils n'avaient pas le temps pour ce genre de trucs. Mais maintenant, on a peut-être plus de temps pour s'occuper de nous-mêmes. Mais ma mère s'occupe pas tant d'elle-même que ça, en fait. Elle, elle est tellement dans un mode, il faut que je fasse les choses, il faut que je sois productive, etc. Mais c'est néfaste. Est-ce que tu as développé des techniques justement pour essayer d'aborder la conversation sans que ça soit toujours au moment où, parce que je comprends complètement, c'est au moment où on est énervé, c'est là que ça sort, c'est souvent dans une dispute peut-être. Est-ce que tu as pensé ou développé des techniques pour réussir à aborder ça d'une autre manière? Pas forcément, parce qu'au final, c'est difficile pour moi aussi. J'ai pas forcément les. On n'est pas équipé non plus pour parler nécessairement de ce genre de choses avec les parents, en fait. Déjà qu'on n'est pas équipé pour beaucoup de choses, je pense, dans la vie. Pour ce genre de choses, en plus, c'est une personne qui est plus âgée que nous, donc est-ce que c'est à nous d'en parler? Souvent, c'est l'inverse. Souvent, les parents pensent qu'ils ont des choses à dire aux enfants. Mais ce que je dirais, par contre, c'est que moi, vu que moi, j'ai consulté quand je n'allais pas forcément bien, et justement parce que j'étais tellement prise dans ce que les gens pensaient, etc. euh, j'ai réussi à relativiser, donc j'essaie de lui faire comprendre que c'est pas important en fait, qu'il n'y a pas un danger immédiat de mort si je fais pas ci, si je fais pas ça, si j'oublie ça, ou si il lui arrive un petit problème, c'est pas la fin du monde, mais elle le met toujours en trop gros. Donc j'essaie de ouais, voilà, j'essaie de lui dire, j'essaie de lui exprimer, mais c'est vrai que c'est très très difficile de pas s'énerver en fait. Et c'est ça, moi je pense le pire, c'est que la frustration monte, 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 et donc ça c'est une des choses difficiles en effet. Mhm. Ouais, je comprends. Est-ce que est-ce qu'il y a des craintes que tu as de lui parler de tes propres choses dans ta vie à toi? Est-ce qu'il y a des choses que tu caches ou que tu dis pas exactement parce que tu as peur de l'inquiéter? Je crois que la question n'aurait pas pu être mieux posée parce qu'en effet c'est le cas complètement. Il y a plein de choses que au final je cache, et est-ce que j'ai envie de les cacher? Non. Et ça, je trouve ça assez triste parce que moi, c'est pas forcément le genre de relation que je veux avoir avec les gens, basée justement sur la peur et l'inquiétude de faire peur à l'autre personne. Donc en effet, oui, il y a certaines parties de ma vie que je cache. Après, est-ce que chaque enfant ne fait pas ça? Peut-être, je ne sais pas. Euh, mais en fait, ma mère fait ça également avec ses parents. Là, on a parlé d'avoir une conversation, de réussir à communiquer sur les symptômes de ta maman, sur elle, aller chercher de l'aide, etc. Est-ce que tu parles aussi de toi, des retombées que ça a sur toi et de tes difficultés à toi? J'essaye encore une fois un peu plus. Et je pense qu'encore une fois, il faut avoir les outils et le travail de soi pour arriver à dire, en fait, au lieu de moi que je la blâme, parce que c'est pas ça qui va aider. C'est peut-être que si elle se rend compte comment est-ce que moi ça m'affecte, peut-être que ça va l'aider un peu plus. Donc oui, maintenant j'essaie de lui dire, mais genre, je me sens
je sais pas comment dire, je sais pas si c'est le mot, mais je me sens pressurisée, je sens que tu me partages ton stress, tu me partages ton anxiété. Euh, et moi, ça me paralyse, en fait. Donc, j'essaie de lui dire que même pour moi, en fait, c'est pas forcément bon. Et je sais pas si, si elle comprend que pour une autre personne aussi, c'est néfaste, mais moi, ce que je voudrais vraiment, plus que même le fait que moi, elle m'affecte, c'est qu'elle s'affecte elle-même, quoi. À la base, c'est ça. Je sais qu'on est tous contagieux et je sais qu'on s'affecte les uns tous les autres. Mais principalement, moi, je pense que je vais relativement bien. Elle, j'aimerais qu'elle puisse être plus gentille avec elle-même, en fait. Est-ce qu'à un moment donné, ça a été trop dur pour toi? Tu as dû mettre des limites sur peut-être des phases où ta maman, elle était euh, plus anxieuse ou toi, en grandissant, il y a eu peut-être une étape dans ta vie où tu t'es dit là, stop. Oui, mais vu que j'aime beaucoup mes parents et que j'aime passer du temps avec mes parents, même si maintenant j'habite avec eux et que c'est pas toujours facile, souvent c'est plus quand la tension est trop forte. Par exemple, quand elle est trop stressée par rapport au boulot et elle dit d'autres choses ou je pars en fait. Souvent, maintenant, j'ai la possibilité à l'âge où j'ai moi de pas me sentir mal, de partir pendant plusieurs heures et de prendre mon temps pour me sentir mieux de mon côté. Donc c'est souvent ce que je vais faire. Et puis au final, ce que j'essaie de faire, c'est que malgré le fait que j'ai vie à la maison, je me sens pas, maintenant je me sens plus mal d'aller voir mes amis. Et souvent, il me fait des fois sentir mal d'aller voir mes amis et de pas passer du temps avec eux. Et maintenant, je le fais et en fait, c'est beaucoup plus cool. Donc, ouais, ou alors je vais dans ma chambre et je leur dis désolé, je mangerai pas avec vous ce soir ou quelque chose comme ça. C'est pas des grosses solutions, mais c'est plus ou moins ce que j'ai. Mhm. Est-ce que t'en parlais quand tu étais jeune et maintenant t'en parles encore à d'autres personnes, à des amis, à la famille élargie de cette situation avec ta maman? Je sais pas nécessairement quand est-ce que j'ai commencé à en parler. Je pense que plutôt peut-être dans les 10 dernières années, on va dire. Parce qu'après, avant, j'étais un peu trop jeune. Mais moi, j'en parle, ouais, j'en parle avec ma sœur principalement. J'ai aussi un frère et lui, ça l'intéresse pas trop ce genre de choses. Donc lui, non, pas trop. Mais principalement avec ma sœur et puis éventuellement mes cousines et avec mes amis. Bien sûr, on en parle parce que les relations familiales, dans tous les cas, c'est quelque chose dont on discute énormément tous, je pense. À quoi tu t'attends comme réaction quand t'en parles? Ça dépend, si c'est des gens qui la connaissent, ils le savent, ils renchérissent souvent. Après, je sais pas si c'est simplement pour aller de mon sens, hein. Euh, Mais je pense que souvent, c'est aussi de laisser les gens parler, parce qu'au final, qu'est-ce qu'ils ont, eux, à dire? Par exemple, une amie aurait moins à dire que par exemple, ma sœur. Ma sœur, elle le sait, et on est toutes les deux un peu exaspérées, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, et elle réagit, on en discute, on essaie de voir ce qu'on peut faire. Là, justement, on en avait parlé, on était resté 5 heures sur Skype il y a quelques semaines parce que justement, on parlait de certaines choses qu'on aurait voulu que nos parents soient peut-être plus heureux, etc., dont l'anxiété de ma mère. Euh, et, euh, et donc, on a essayé de trouver une solution, mais pour l'instant, il n'y en a pas vraiment parce qu'on a une famille qui est dans différents continents. Donc, c'est difficile d'en parler et d'essayer d'intervenir, en fait. Et comment est-ce qu'aujourd'hui tu décrirais le soutien que tu lui apportes? Comment est-ce que tu le ressens? Eh bien, je pense que je ne fais pas le meilleur des travails. Je pense que je ne fais pas le meilleur des travails, malheureusement, et c'est quelque chose auquel je pense beaucoup, justement de comment améliorer ça. Mais je pense que c'est peut-être de. Déjà, elle sait qu'elle. Enfin, je pense que je devrais peut-être lui réitérer, mais on en a quand même parlé récemment, pas forcément que de ça, mais elle sait que je suis une oreille maintenant auquel à qui elle peut parler. Donc il y a ça. Et puis aussi, je pense que essayer de la faire relativiser, prendre du temps avec elle, je pense aussi, lui montrer que je suis là. Moi, je pense que c'est important de montrer qu'on est là. Et j'aimerais bien qu'il le voit plus. Après, je ne sais pas si est-ce que je le montre d'une manière inadéquate ou alors est-ce que je le montre pas assez. Euh, je pense que. Mais après, moi, je serais très heureuse justement si on me donnait plus d'outils pour me dire, voilà, comment est-ce que vous pouvez aider ta maman ou ma maman. J'aimerais bien, ouais. J'aimerais bien pouvoir faire ça.
Et c'est quoi les attentes que tu as actuellement et pour l'avenir? Les attentes que j'ai actuellement pour l'avenir, c'est... J'aimerais pas trop nécessairement parler de contrôler l'anxiété parce que dans tous les cas, je pense que c'est un diagnostic à vie. Et contrôler, ça me paraît un peu... je pense qu'il faut l'accepter et je pense qu'il faut savoir comment gérer du mieux qu'on peut l'anxiété et essayer justement de relativiser soi-même. Donc c'est un travail à faire continuellement. Et j'aimerais bien que même si peut-être si ma mère ne consulte pas, je pense est peut-être difficile à faire tout seul, j'aimerais bien en effet que, pas qu'elle, je veux dire, c'est sa propre personne, mais qu'elle se rende compte que certaines choses ne sont pas importantes et que on n'affecte pas tout le monde non plus en fait. Donc moi pour le futur, je voudrais juste plus qu'elle soit plus heureuse en fait, c'est ça que surtout j'aimerais vraiment que parce que je pense que ça lui bouffe un peu la vie et moi j'aime pas la voir comme ça en fait. Pour raconter une petite histoire, on vient récemment d'adopter un chien qui vient des États-Unis et on est très très heureux parce que c'est ma mère qui le voulait beaucoup et moi aussi. Et en fait, ce petit chien a perdu son maître et il est très anxieux. C'est un mix chihuahua et un beagle. Et il est très très anxieux et il veut pas qu'on quitte la maison, etc. Au départ, il voulait pas dormir en bas, il voulait absolument dormir en haut avec nous. Et ma mère, elle voudrait pas reconnaître son anxiété à elle, mais ce qu'elle a dit très clairement, et elle l'a dit très, et ça moi j'ai trouvé ça absolument waouh quoi. Et elle m'a dit très clairement, il a un trouble de l'anxiété ce chien, il a perdu son maître. Et je me dis, mais pourquoi est-ce que c'est si facile pour le chien de reconnaître ça, mais pas pour toi? Et pourquoi est-ce qu'au final, on est gentil avec le chien et on essaie d'indulger le chien dans ça et d'être compréhensif, mais pourquoi est-ce que tu n'es pas compréhensif avec toi-même? Et ça, j'ai trouvé ça, waouh. Ah, c'est drôle. C'est comme s'il devait être là, le chien, pour réaliser des choses. Peut-être que ça va aider. On espère. Au Québec et ailleurs, 1 jeune sur 5 a un parent atteint de troubles mentaux. Qu'il soit diagnostiqué ou que des symptômes s'y apparentent, de nombreux jeunes composent avec cette réalité tous les jours. Nous avons souhaité mettre l'emphase sur l'importance d'en discuter, de libérer la parole à ce sujet au sein des familles, bien que ce ne soit pas toujours facile. Surtout si vous vous reconnaissez, sachez que vous n'êtes pas seul et que des ressources existent. Le guide jeunesse aborde plusieurs émotions que vous pouvez ressentir et propose des trucs et astuces très pratiques pour vous aider dans différentes situations. Vous venez d'écouter le 5e épisode de Cap vers l'entourage. Merci à Aude et Geneviève d'être venus parler de ce bel outil quand ton parent a un trouble mental, de son processus de création et de l'importance de la communication avec notre proche. Merci aussi à Charlotte de nous avoir confié avec une grande bienveillance cette réalité. Et merci à vous, auditeurs, auditrices. Suivez le réseau avant de craquer sur Facebook et sur notre page Instagram, Aider sans filtre. N'hésitez pas à aller visiter nos 2 sites web, aidersansfiltre.com et réseauavantdecraquer.com. Vous y trouverez sans doute des réponses à vos questions. Surtout, parlez-en autour de vous. Envoyez-nous vos commentaires. Ensemble, mettons la lumière sur les membres de l'entourage et brisons les préjugés entourant les maladies mentales. Et bien sûr, on vous retrouve pour notre prochain épisode.